avions de légende comme le Mystère, le Mirage, le Mercure, les Falcons ou encore le Rafale. Les récentes ventes à l'export de cet appareil de combat, considéré véritablement comme le plus avancé de sa génération, sont d'ailleurs une excellente nouvelle pour notre pays et pour toutes les sociétés qui travaillent à la construction, à la réalisation, à l'innovation. Ils sont près de 500. Je ne les appelle pas des sous-traitants, je n'aime pas ce mot, je les qualifie de coopérants. Petits ou grands et présents aux quatre coins de l'Hexagone. Alors c'est donc, vous n'êtes pas un hasard, vous l'avez appris tout à l'heure, que Dassault Aviation a été nommée cette année l'entreprise préférée des Français. Ça fait plaisir, surtout quand on est souvent d'autres lieux agressés. C'est un nom qui fait rêver, mais c'est aussi un nom qui est jalousé. Mais qu'importe. Vous savez, il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup, je cite souvent: on ne jette des pierres qu'aux arbres qui portent des fruits. Alors je n'oublie pas non plus que c'est aussi sur ce plateau de Saclay, à l'usine Yacoublé, qu'a été implanté Dassault Systèmes, autre petite perle technologique de notre groupe. Des lunettes 3D qui permettent de diagnostiquer des maladies cardiaques jusqu'à l'usine du futur. Cette pépite de la révolution numérique ne cesse d'ailleurs de réinventer la vie. Alors certes, une nouvelle start-up encore inconnue il y a 10 ans comme Uber, Blablacar, Airbnb remettent en cause les géants du secteur et bousculent leurs habitudes et les poussent à se réinventer complètement. Mais en réalité, nous ne subissons pas une crise, nous vivons une profonde mutation. Le directeur de Facebook France me disait l'autre jour que cette nouvelle ère digitale représente la révolution la plus rapide, la plus globale et la plus irréversible de tous les temps. Il n'appartient donc qu'à nous d'anticiper et d'accompagner ces innovations, plutôt que de chercher à les punir, à les taxer, voire à les interdire. D'ailleurs, trop souvent, quand il y a une innovation, vous savez ce que l'on dit, les États-Unis en font un business, les Chinois la copient, et les Français la réglementent. Et pourtant, entreprendre, c'est oser rompre avec l'ordre existant, disait Joseph Schumpeter. Alors, n'ayons pas peur de miser sur l'innovation. C'est en tout cas le combat que nous avons décidé de mener depuis déjà de nombreuses années au sein de Génération Entreprise, entrepreneurs associés. Petit clin d'œil à contribuables associés, et ça se prononce G2EA. Pas G-E-E-A, G2EA. G2EA remporte un succès absolument extraordinaire au sein de l'Assemblée nationale. C'est aujourd'hui, mesdames et messieurs, le premier groupe d'études, d'amitié de l'Assemblée, avec près de 150 parlementaires, essentiellement issus de l'opposition, bien que je croisais encore cet après-midi dans les couloirs de l'Assemblée mon collègue Jean Guillaume, président de Entrepreneurs à gauche. Bon, nous sommes 150, eux ils sont 15. Pas de rapport. Et puis, ils ont souhaité nous rejoindre, participer à nos réflexions. Mais alors, il faut que ce soit très très secret, très discret, sinon c'est pas bien vu par l'aile gauche du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Et puis, nous avons une revue spéciale qui s'appelle Génération Entreprise, et dans laquelle nous avions donné quelques pages à ce grand Guillaume, président d'Entreprendre à gauche, avec les photos, il répondait à des questions, il avait revu et relu son interview. L'assistant, qui est d'ailleurs ici dans la salle, et qui s'occupe de Génération Entreprise, l'appelle et dit « Combien voulez-vous de revues pour pouvoir distribuer dans votre circonscription ?» Vous s'attendez à ce qu'il nous en demande un certain nombre pour pouvoir montrer une autre facette de cet élu de gauche. Bien, il nous a répondu de 0. Oui. Non, vous comprenez,
par les élus de droite. Hélas, et on le vit en ce moment, et on va le vivre à partir du 3 mai lorsque la discussion commencera dans l'hémicycle sur cette loi El Khomri. El Khomri, elle risque bientôt d'avoir un certain nombre de surnoms et de faire rire plutôt que sourire. Et pourtant, dans cette loi, il y a un certain nombre de bonnes idées. Oh, il y avait plutôt, parce que de 131 pages, il n'y en a plus que 24. Vous voyez qu'il y a eu un certain nombre de censures. Alors imaginez s'ils se censurent eux-mêmes. Que va-t-on faire? C'est nous qui allons apporter les amendements qui auraient pu servir au ministre dans sa première lecture. Enfin, l'important est d'avancer, l'important est de tenter, l'important est de ne pas renoncer, comme le disait tout à l'heure si bien Jean-Michel Fourcus. Alors, il a parlé tout à l'heure de cet amendement que nous avons déposé tous les deux. C'est d'ailleurs moi qui avais obtenu le rendez-vous avec le ministre des Finances de l'époque et le ministre du Budget. Et c'était fait un travail d'équipe. Mais voilà, les amendements à l'Assemblée nationale ne peuvent porter qu'un seul nom, le nom du premier député qui pose, donc l'amendement Fourcus d'Assaut, s'appelle l'amendement Fourcus. Mais l'important, c'est qu'il ait existé et qu'il existe toujours. Et je suis très heureux que cet amendement, d'ailleurs, la journaliste tout à l'heure l'appelait l'amendement Fourcus. Alors, on a fait bien sûr bien d'autre part, plein d'autres choses, et il faut continuer à inciter notre épargne nationale à être une épargne fertile au service de l'investissement productif et de ce que Jean-Michel appelle l'emploi marchand. Ça, c'était sa très très grande phrase. Il a été le premier, en 2002, à parler des emplois marchands, et maintenant c'est devenu un mot commun que tout le monde utilise. Alors avec Jean-Michel Fourcus et Valérie Pécresse, nous sommes évidemment également battus, Jean-Michel l'a rappelé, pour renforcer le crédit impôt recherche, une mesure qu'on a mis un certain nombre d'années à faire adopter, et surtout qui n'a pas été supprimée. C'est la première question que j'ai posée en 2012 au président François Hollande. Allez-vous maintenir le crédit impôt recherche? C'est une mesure que nous avons, nous, en France, une mesure qui nous donne quelques avantages. Je vous en supplie, ne la supprimez pas par raison d'éthique européenne dans le cadre de la mondialisation de tout ce que vous dites. Mais c'était une idée que j'avais donnée à Jacques Chirac dans son programme de 1995, d'élargir l'assiette de cet impôt, de le rendre beaucoup plus productif qu'il n'était. C'était presque à l'époque un impôt confidentiel, un crédit d'impôt confidentiel. Tous les ministres successifs, tu t'en souviens, Jean-Michel, quand on est allé voir le ministre de l'Industrie, ils ont dit « Formidable, mais quelle bonne idée, mais c'est extraordinaire, mais effectivement, comment on n'y a pas pensé plus tôt ?» Donc voilà, 12 ans pour qu'il soit mis en place. Et c'est simplement en 2007, lorsque Nicolas Sarkozy est devenu président de la République, que ce crédit d'impôt recherche a été effectivement institué. Ça signifie que, même si vous êtes parlementaire, même si vous pouvez déposer des propositions de loi et rédiger des amendements, il faut toujours être patient. Mais il faut, comme vous, entrepreneurs, avoir cette volonté intangible et cette détermination, et surtout avoir foi en votre idée et en votre projet pour qu'un jour il aboutisse, et il finit toujours par aboutir. C'est ce que je dis souvent à des jeunes qui viennent me voir à leur parlant, sur ce genre de ce qu'ils veulent faire, et que j'essaie de leur ouvrir la porte, ou si la porte se ferme, de leur ouvrir la fenêtre dans une entreprise, une des nôtres, ou pas forcément, une d'entreprise amie. Alors évidemment, parfois ils mettent un peu de temps pour que les choses se fassent, et le jour où ils réalisent leurs rêves et leurs ambitions, ils sont un peu moins jeunes. Mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'âge qu'on a dans son esprit et dans son cœur. Alors, il s'agit aussi, avec ce crédit d'impôt recherche, de protéger nos cerveaux français et de permettre surtout à nos centres de recherche les plus importants à se maintenir dans l'Hexagone. Mais alors, que faire pour continuer
à adapter notre pays à ce monde qui bouge et le faire définitivement entrer dans le XXIe siècle. Je crois que, premièrement, il ne faut pas avoir peur de mener des réformes courageuses pour libérer l'énergie entrepreneuriale et faire souffler un vent de liberté dans notre économie. Oh, je vous vois, je vous entends. Vous êtes déjà en train de dire, on a déjà entendu 100 000 fois, on est dit toujours la même chose, surtout à l'approche d'échéances électorales, et notamment d'échéances présidentielles. D'ailleurs, nous avons l'intention avec Jean-Michel d'auditionner l'ensemble des candidats à la primaire des Républicains. Enfin, l'ensemble. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à aller à un candidat nouveau par jour. Et leur fait un truc pour annoncer une très grande nouvelle, c'est que malgré les pressions qui m'étaient faites pour me présenter, je n'étais pas candidat. Je pense qu'aujourd'hui, annoncer qu'on n'est pas candidat est peut-être plus une grande nouvelle que si un annonce qu'on est candidat. Alors, les entrées mises à part, je pense néanmoins à la convergence fiscale européenne. Prendre tout ce qui a marché dans les autres pays, essayer de les adapter chez nous, que ce soit la flexi-sécurité au Danemark, que ce soit la suppression d'un certain nombre d'impôts dont on voit qu'ils coûtent plus qu'ils ne rapportent, plutôt que d'essayer de penser qu'on peut exporter de mauvaises mesures. Aucun pays ne nous a copié sur les 35 heures. Ça a quand même été extraordinaire. On pensait que c'était une idée fantastique pour créer des emplois. Personne ne nous l'a volé, celle-là. Et puis, inscrire dans la Constitution la non-rétroactivité des lois fiscales. La non-rétroactivité de loi, c'est quelque chose qui existe et qui est d'ailleurs dans la Constitution de la Ve République. Alors voilà, sur le plan fiscal, on peut faire l'exception. Et ça a été fait par des gouvernements de droite comme par des gouvernements de gauche. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Eh bien, cette rétroactivité fiscale, il faut l'empêcher. Parce que c'est une épée de Damoclès pour le chef d'entreprise.